Cet épisode de Coup Critique est une présentation de la Triche Bistro-Ludique à Saint-Eustache. Joignez-vous au groupe Facebook Adventures League et Club de jeux de la Triche et venez jouer à Donjons Dragons ou essayer la grande sélection de jeux de société avec vos amis dans une ambiance des plus chaleureuses. Bonne écoute! Cette semaine, Titan Effect et Baldur's Gate Descent into Avernus. Bienvenue à Coup Critique. Ouais, fait que là, t'as commencé, dans le fond, t'as suivi mon. T'as sorti ta zone de confort un peu. Ben oui, je t'ai écouté. Ben, tu sais, depuis que j'ai commencé à jouer à D&D, je jouais juste des spellcasters ou des. Fallait absolument qu'il y avait une twist magique à tous mes personnages. Puis finalement, hier, justement, j'ai joué avec mon fighter Battle Master. Puis j'étais juste niveau 3. Puis c'est fou comment j'ai pu aider mon équipe d'une autre manière que j'ai découvert comparé à tout ce que j'avais joué avant. En frappant dans le tas? Ouais, ben, je suis jamais le. Tu sais, tu me connais, tu sais, j'aime bien le roleplay, puis j'étais un joueur un peu comique, tu sais, à table, puis ben, puis je pense que je le suis encore, c'est juste que j'avais pas. Je m'étais jamais placé dans le rôle du gars très aventurier, très courageux, qui se garoche devant l'ennemi. J'avais toujours une petite crainte. Puis là, je me rends compte que mon fighter, il est quand même bien équipé pour faire du dommage, puis avec l'équipe que j'ai, qui sont des super bons supports, puis eux autres s'occupent en masse du spellcasting, c'est... Mais t'as-tu pu résister à pas être un Eldritch Knight, c'est-à-dire d'avoir quelques sorts sur ta poche? Non, finalement, on montait de niveau après la partie d'hier, donc je montais niveau 4, et j'ai failli prendre Ritual Caster, puis prendre le Wizard, pour avoir Find Familiar, tu sais, des sorts d'utilité, là, tu sais, des choses qui peuvent être utiles. Mais je me suis rendu compte qu'avec Kevin qui joue un barde, puis je pense qu'il va être bien équipé en magie. Je me rends compte que j'aurais vraiment pas besoin de ça. Fait que ce que j'ai fait, j'ai pris Heavy Armor Master. Puis j'avais déjà 19 de force, parce qu'on a roulé nos stats. Fait que je suis rendu à 20 déjà de force. Puis j'ai... T'es un Battle Master dans le fond. Ouais, je suis vraiment Battle Master. Ouais. Fait que, c'est cool, mais là, en même temps, je vais toffer puis je multiclasserai pas. Je vais le rouler tout le long. Puis ce que j'ai découvert, ce que je savais pas, c'est que quand tu prends Fighter, le nombre d'ability improvements, là, puis de. C'est à chaque 2 niveaux. C'est à chaque 2 niveaux, ça n'a aucun bon sens. J'ai dit, mon Dieu, si mettons, je m'ennuie vraiment, puis niveau 10, j'ai goût de prendre de la magie, j'en prendrai. Ça serait pas un problème. Non, exact. C'est assez spécial quand même quand tu y penses, mais ça apporte quelque chose d'intéressant. Mettons, le Battle Master aussi te donne énormément d'options à travers un combat ou c'est sûr que c'est plus sur le côté combat, mais les manœuvres, tout ça, c'est vraiment intéressant pour ça. On en avait parlé de toute façon au niveau du fighter dans les classes, mais c'est vraiment cool. Mon personnage, j'ai pas pris le style le plus populaire, j'ai pris j'ai fait un humain variant avec commence avec le feat Dual Wielding, puis j'ai pris comme spécialité two Weapon Fighting. Fait que déjà, j'étais équipé pour vraiment me battre à 2 épées, puis avec toutes les attaques de plus mon bonus action que je peux utiliser, ça va... Le pourfendeur. Ouais, puis j'allais directement dans le tas, puis c'est rare, puis j'ai aimé ça, puis j'ai hâte de continuer ça. C'est cool. Ouais. Bonjour tout le monde! Hey, c'est le fun! C'est le fun, c'est toi qui le fais aujourd'hui, Giovanni. Ben ouais, ça me tentait, je me sentais accueillant. Lâche-toi là. Ouais. Salut la gang, fait que c'est ça, on est tous les deux ce soir. On a beaucoup de choses à parler, ça fait longtemps qu'on a pas un épisode en ligne. Écoutez, on est prêt. Les horaires de parents que nous sommes sont difficiles les astres ont été difficiles à s'enligner, mais finalement, moi et Giovanni, on voulait tellement en faire un, on a fait let's go! On le fait, puis on en parle de D&D puis de jeux de rôle, là. Let's go. Puis sans promettre, on va essayer d'être le plus disponible possible pour sortir le plus d'épisodes possible, bien sûr, dans les prochaines semaines. Là. Ce serait vraiment le fun. On a beaucoup de choses à parler, beaucoup de choses qui s'en viennent, beaucoup de projets, tout le monde, tu sais, fait que ça pourrait être bien intéressant. Ouais, puis juste comme ça, je suis vraiment content parce que avec, c'est sûr, octobre, novembre, décembre, c'est des gros mois pour tous les publishers. En fait, toutes les personnes qui vont sortir justement des jeux avant le temps des fêtes.
pour les achats. Ouais. C'est pas juste Wizard of the Coast, c'est Paizo, c'est Mongoose Publishing, c'est Arcadian Games. Il y en a beaucoup. Et on a reçu beaucoup de contenu. Puis on va en parler un petit peu aujourd'hui, justement. Là. Mais de plus en plus, autant sur le site Internet, il va y avoir de plus en plus d'articles avec des recommandations. De plus en plus de gens embarquent dans la machine de coup critique, embarquent dans le projet qu'on veut faire. Puis c'est vraiment motivant. Puis d'ailleurs, juste dire un petit merci. On a fait un article sur le sac de Enhance. Oui, moi je l'ai pas vu. Tu m'en as même pas reparlé en fait. C'est quoi? C'est vraiment un pack sac? OK, ben on va prendre juste une minute. Je vous invite à aller sur le site internet de coupcritique.ca. Il y a un article en fait qui est une critique très objective en fait du Enhanced Travel. C'est du Enhanced Tabletop RPG Player. Puis dans le fond, ce que c'est un sac qui a été conçu pour les passionnés de jeux de rôle. Donc, c'est un sac qui a été conçu pour mettre des miniatures, vos livres, protéger tout le stock dans un format compact qui protège tout. Puis, ce que je trouvais intéressant de la compagnie, c'est une compagnie qui était spécialisée à faire des sacs pour les gamers, tu sais, les jeux vidéo. Fait que traîner des laptops, traîner tout l'équipement photo, pour des vlogueurs, des trucs comme ça, ils en ont fait depuis longtemps. Et ce qu'ils ont sorti, en fait, c'est leur premier essai, dans le fond, et c'est vraiment réussi. Puis en fait, en toute transparence, la compagnie m'a envoyé un sac, puis ils m'ont dit on aimerait ça que tu le regardes, tu écris une critique, puis en passant, si tu veux le donner à tes auditeurs puis aux gens qui vont visiter le site, on va donner un coupon rabais. Donc les gens peuvent le commander sur Amazon directement, Amazon Canada. Fait que ce que vous faites, vous allez par le site. Si jamais vous aimez la description de l'article, vous cliquez sur n'importe quel lien qui dirige à la boutique Amazon et vous rentrez le code COUCRIT15 en lettres majuscules et vous obtenez 15% de rabais à l'achat du sac. Puis déjà, j'ai eu beaucoup d'échos de gens qui l'ont commandé puis qui attendaient qu'il tombe en vente parce qu'il y a bien des gens qui le surveillaient. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est vraiment le fun, en fait, de voir la réponse des gens. Puis nous, moi, souvent, quand les compagnies me contactent, c'est ça que j'essaie le plus de faire, c'est d'avoir le plus de bonus pour le plus de choses que je peux redonner aux gens là, pour que vous puissiez en profiter. Puis, puis tu sais, ils m'ont pas payé pour ça. Là, ils m'ont juste envoyé un sac. Tu sais, j'aurais pu aussi dire « Ah, c'est de la boîte! » Mais ça l'est vraiment pas. C'est vraiment cool. Non, il est beau, en tout cas, pour être vraiment là, pour le style. Puis t'as mis des très belles photos de les mini, où est-ce qu'on peut les mettre. Ça vient déjà avec ces petites mousses-là puis tout ça? Ouais. Il y a un rack en fait en haut, c'est toutes les mousses. Tu peux mettre 16 miniatures standard. Après, t'as la section du milieu qui est toute modifiable. Donc, tu peux mettre tes livres, tu peux mettre ce que tu veux. Comme moi, j'expliquais, j'ai réussi à mettre mon DM screen en bois, mon dice tray, un livre, mon cartable là-dedans. Tout rentrait. Puis dans la poche en avant, j'ai pu mettre mon iPad, mon carnet de notes. Il y a un étui à crayon dedans. Il y a de la place pour mettre tes dés, mettre tes accessoires. Il y a vraiment de la place pour bien du stock. Puis moi, ce que j'aime de tout ça, surtout, c'est que maintenant, j'ai un sac qui est consacré à mes parties de jeux de rôle. Donc, tu sais, quand je pars, j'ai toutes mes affaires. Pas besoin de le transvider, parce que c'est sur d'autres choses. Puis, parle-moi-en donc. C'est ça qu'on fait. On joue souvent dans des bars. On joue souvent dans des endroits. On transporte bien du stock. Puis j'ai vraiment pas peur de le laisser à terre, tu sais, puis que, mettons, il y a quelque chose qui renverse, ben, tout est imperméable. Donc, puis des choses comme ça. Vraiment. Fait que vous irez lire l'article, faites-vous votre opinion vous-même, pour vrai. Puis n'hésitez pas à nous écrire aussi sur Facebook, Twitter, Instagram, partout, dans le fond. Puis si vous avez besoin d'informations là-dessus, ou sur n'importe quoi dont on parle, ça va nous faire plaisir de répondre. On aime ça, avoir vos échos sur ce qu'on fait, puis comment soit on peut s'améliorer ou comment on peut vous en offrir encore plus. Si vous avez des idées aussi. Si vous voulez collaborer aussi sur Coup Critique, que ce soit écrire des articles ou même vous voulez venir nous dire un petit coucou en podcast puis jaser de ce que vous faites vous pour la communauté de joueurs, ça va nous faire plaisir de vous inviter puis de jaser avec vous. Ça serait vraiment intéressant de discuter avec d'autres gens. Au contraire, ça amènerait une autre perspective. Ça amènerait vraiment, on est côté ouverture, là, c'est pas mal la prémisse. Ouais, on n'est pas sorteux. Exact. Puis ceux qui sont plus gênés de commenter sur Facebook, en privé aussi, de mentionner des idées ou des feedbacks, là, c'est très correct aussi, que ce soit positif ou négatif. On apprend, toi. T'as pas 65 ans d'expérience en podcast, puis moi non plus. Hein?
Non, non, vraiment années, cool le sac. C'est tout. Mais, donc, écoute, on a vraiment beaucoup de choses à parler aujourd'hui. Hein. Ouais, enchaîne. Okay. Là, dans notre planning, on s'était dit, qu'est-ce qu'on parlait, Giovanni, après? Veux-tu nous parler d'un nouveau jeu? Justement, on va sortir un peu de D&D. C'est vraiment cool ce qu'on vous parle. Vas-y, Giovanni, je te laisse la place. J'ai eu la chance, on a eu la chance, en fait, de recevoir un livre qui s'appelle Titan Effect. C'est un jeu de rôle qui est d'abord, je vous l'annonce tout de suite, c'était très bien, puis j'ai beaucoup plus aimé ça préparer ce review-là, si on veut. C'était bien fait, intéressant, malgré la petite confusion au début, parce que j'ai appris que ce Kickstarter-là, d'abord, qui a été publié en 2018, donc ça a été financé par Kickstarter, comme beaucoup de projets qui sont faits à cette heure, c'est financé par la communauté. Et puis, ça se joue avec la base de jeu Savage World. Donc, c'est ce que je comprenais pas au début. J'essayais de trouver les règles, comment ça fonctionne, mais dans le fond, Savage World, puis c'est pas le review n'est pas sur Savage World, mais c'est une base de jeu sur laquelle plusieurs settings, plusieurs autres campagnes de différentes, vous allez voir là, comment Titan Effect est différent de d'autres jeux, se basent. Donc, au niveau du système de dés, de pointage et tout, ça se base là-dessus. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est intéressé suite à ma critique de Titan Effect, de voir, OK, je veux le jouer, mais il faut quand même, puis je pense qu'il y a une partie gratuite, là, Savage World, il y a une partie gratuite pour les règles, tout ça, là, sûrement des PDF, tout ça, donc il faut voir là, à ce moment-là, je pense pas que c'est trop d'achat, mais pour être capable de jouer à Titan Effect, il faut connaître le jeu de base. En tout et pour tout, ça dérange pas vraiment anyway. C'est vraiment au niveau du setting, de l'histoire, de l'ambiance et de la thématique que je vais faire la review sur Titan Effect. Okay. Puis c'est ça qui pourrait être intéressant parce que ça peut aller chercher certains joueurs qui, eux, adorent ce côté. L'histoire de fond, c'est qu'aujourd'hui, en 2018, la technologie est quand même très avancée. Peut-être similaire à ce qu'on a présentement sur le point technologique des armées et tout ça. Mais il y a aussi la génétique qui est avancée. Puis, il y a des espions avec des pouvoirs psychiques qui datent de plusieurs années, plusieurs centaines d'années, qui existent, mais qui commencent à se développer. Donc, il y a des différents projets génétiques à travers ça, des créatures qui sont créées, tout ça. Donc, c'est vraiment au niveau de l'avancement technologique, de la génétique, qu'il y a une grosse différence. Donc, ça se passe vraiment de nos jours. Fait que c'est vraiment intéressant, puis ça se passe dans notre monde. Donc, tu peux partir aux États-Unis ou quoi que ce soit. Les différentes missions sont vraiment à différents endroits. Fait que c'est vraiment intéressant pour quelqu'un qui n'a pas besoin d'apprendre tout le lore. Au niveau de l'histoire et de qu'est-ce qui se passe, oui, mais pas au niveau de les pays. Ceux qui ont une petite base en géographie ou qui ont une map du monde, ben si tu peux te promener là-dedans. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir toute cette fondation-là au niveau des langues et tout. Mm-hmm. Les joueurs incarnent des personnages qui ont des pouvoirs psychiques, justement, à différents niveaux selon les types de personnages que tu choisis. Ils doivent faire des missions au nom de Spear. Spear, S-P-E-A-R. Bien sûr, le livre est en anglais. J'ai pas pu trouver s'il y avait une version française, mais je pense pas que ce serait le cas présentement, étant donné que ça vient de sortir. Donc, Spear, c'est une organisation clandestine puis indépendante créée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, techniquement, oui, c'est les bons, c'est ça, tout est relatif dans le monde, là, mais c'est vraiment, c'est pas affilié à un pays, c'est pas affilié à une religion ou quoi que ce soit, c'est vraiment une organisation là, indépendante. Sont situés partout dans le monde, bien sûr, ils ont un headquarter et tout ça. Puis, le but des joueurs, c'est d'aller faire des missions, là, comme j'ai dit, au nom de Spear, qui est donné par le commandant ou quoi que ce soit, un peu partout dans le monde, contre des créatures, contre des ennemis, contre des organisations, pas mal toutes plus dangereuses l'une que l'autre. Là. Des fois, c'est bien beau un gros méchant, mais des fois, c'est juste de démanteler telle organisation qui fait telle création génétique ou qui ont volé des codes de nucléaire ou toutes sortes des petites fioles. Des fois, ça peut être une petite fiole ou un enfant. J'ai vu une émission, là, je pense que je vais le donner en exemple un petit peu tantôt, mais j'en trouverai un autre. Un enfant est vraiment regardé par une organisation parce qu'il y a des pouvoirs psychiques quand même puissants, donc ils veulent le capturer et tout ça. Okay. Puis la mission, ce serait de aller le sauver avant que cette organisation X prenne mettre ses griffes dedans, dans le fond. Exactement. Ouais, okay. Attrape l'enfant. Mais tu sais, dans le fond, c'est super intéressant comme hook là, pour cette mission-là, mettons. Parmi les ennemis là, qui est possible de rencontrer, on compte des loups-garous, des jaguars-garous,
des ours-garous, des soldats, ça peut être simplement des simples soldats. Il y a des espions, des fois, avec différents, des personnages uniques, là, vraiment qui sont connus, que, mettons, Monsieur X, c'est un espion vraiment que personne ne sait jamais où, mais il faut que tu le trouves. Il y a des soldats génétiquement modifiés aussi qui ont l'air assez... il y a une couple de photos, là, des très belles images en passant dans le livre. Donc, des soldats génétiquement modifiés qui sont grands, puis gros, puis costauds, puis qui ont l'air de méchants. Tu sais. Okay. Donc, ça, tu peux affronter ça. Mais aussi, tu peux affronter des drones ou des robots, si on veut. Là. Les robots, bon, je ne dis pas que c'est plein de robots, mais des soldats qui sont un peu génétiquement modifiés, puis qui ont des parties peut-être des fois plus robotiques. Okay. C'est vraiment intéressant. Tu sais, quand tu as des drones à affronter, c'est pas la même chose que dans un monde médiéval, si on veut. Ouais, exactement. Les créations de personnages, c'est assez standard avec des attributs, des langues. Bien sûr, c'est des langues communes de notre monde. Puis un système de Savage World là, qui tu peux renchérir à travers cette thématique-là. OK, on pourrait-tu considérer ça un peu comme un low fantasy setting, comme on appelle? Dans le sens qu'il y a des références beaucoup au monde réel, mais on extrapole, puis on joue justement dans l'ensemble avec un peu de supernaturel. C'est un peu, peut-être pas utopique là, vraiment dans l'ensemble, mais effectivement, c'est sûr que ça fait... c'est pas mal ça. Okay. Tu peux utiliser le monde réel, puis à travers ça, il y a des exemples qui guident le maître de jeu à travers des missions, puis comment qu'est-ce que tu peux apporter, puis tout ça. Mais il y a beaucoup de liberté qui est donnée au maître de jeu. Fait que c'est sûr que à ce moment-là, ça prend quelqu'un qui a un peu d'expérience de maître de jeu pour créer des histoires, mais en même temps, moi, ça m'a beaucoup rappelé mon expérience de DM, c'est-à-dire qu'il faut que je crée des choses qui arrivent, tu sais, mais à travers un monde qui est créé puis qui te chapeaute beaucoup à travers ça pour te guider et non pas que tu sois perdu puis tu sais pas quoi faire, tu sais. Fait qu'avec le livre, dans le fond, quand tu as ça dans tes mains, là, tu parlais que dans le fond, ça prend le système être familier peut-être avec le système Savage Worlds. Ouais, avec le livre dans tes mains, comme DM, si justement tu es habitué de rouler ce système-là, tu as pas mal tout avec, mettons, ce livre-là pour lancer quelque chose, créer des personnages, aider tes joueurs à embarquer dans le monde, puis t'es pas mal équipé. Là. Exactement, il y a juste ce livre-là. C'est ça, si tu vas faire un peu de recherche sur Savage World, comment ça marche, je pense, au niveau du système de base. Mais vraiment, là, tu regardes un stat block, qu'on appelle là, les statistiques de monstres. Puis juste avec ça, je comprenais qu'est-ce qu'il faudrait faire. Comment rouler, puis qu'est-ce que ça donne, cette statistique-là. Puis ça fait que c'était quand même pas trop complexe, puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant pour quelqu'un qui a juste... Moi, quand je parlais d'expérience, c'est pas d'expérience nécessairement avec le système, mais une expérience de maître de jeu pour être capable de créer un petit peu là, à travers les différents éléments, puis d'improviser bien. Okay. Les équipements... excuse-moi, je vais pas t'interrompre. Vas-y. C'est quoi la plus grosse force, selon toi, du système? Qu'est-ce qui t'a frappé, le Titan Effect? Je pense que c'est vraiment l'histoire. Ah ouais? J'y arrivais justement. Il y a un historique dans le livre. Au début, c'est bon, la préhistoire, c'est quoi les liens avec le psychique. Après ça, au temps médiéval, etc. Puis éventuellement, il y a une ligne de temps vraiment précise qui, je pense, ça commence en 1912, si je me trompe pas. Puis à chaque année, les choses, les organisations qui sont créées, les découvertes qui se sont faites. Donc, au moins, en apprenant ça quand même au niveau de l'histoire, de ce monde-là, c'est notre monde, mais si on veut toutes les choses qui est génétique, tout ça, c'est vraiment intéressant. Puis c'est ça que j'ai trouvé ça le fun au bout, c'est-à-dire que moi, en tant que maître de jeu, je fais ça, ben OK, voici ce qui s'est passé dans le passé, il me l'explique, je le lis, puis je le comprends. Puis suite à ça, ben moi, je peux vraiment rendre ça, comment on appelle ça, immersif pour mes joueurs au niveau de tout ce qui se passe dans le monde, tu sais. Ah, c'est cool. Ça leur donne vraiment envie de jouer, pour vrai. Surtout que moi, j'ai pas beaucoup joué à des jeux... drôle dans le monde un peu plus science-fiction ou ou très groundé. Fait que je serais curieux de jouer à ce drôle-là. Il y en a beaucoup de science-fiction future. Moi, j'ai lu quelques livres ou en tout cas des reviews tout ça, des critiques de différentes choses. Puis, je te dirais que la plupart sont dans le futur ou dans le passé, médiéval et tout, au niveau des développements. Mais ça, c'est vraiment présent, actif. Fait que j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Exemple, dans les équipements, là, il y a des équipements vraiment thématique, oui, avec ça, mais également qu'on voit dans nos jours des téléphones intelligents, mais que tu peux crypter, bien sûr, pour pas que les ennemis ou quoi que ce soit puissent hacker ton cell. Okay. Des lunettes pour voir la nuit, infrarouge, des armes à feu, des pistolets, mais il y a aussi ça va jusqu'à des bazookas, mais des armures de combat pour être vraiment un peu plus dur, mais aussi des fois pour être plus subtil. Fait que c'est vraiment
de nos jours, puis c'est vraiment intéressant à ce niveau-là pour bien comprendre comment ça se porte telle affaire, mais on le comprend mieux parce qu'on connaît ça, parce qu'il y en a des gears tactiques. Là, tu sais. Ouais. En tout cas, ça donne vraiment le goût. Je sais que en fait, il y a le livre en fait qu'on peut acheter, mais on peut carrément acheter le système de jeu sur Drive-Thru RPG, qui est comme une référence un peu dans si vous voulez différents types de jeux de rôle. Il y a beaucoup de versions. On peut le commander en version physique, mais aussi en PDF. Donc, c'est une bonne manière d'encourager les créateurs. Tu sais, on peut carrément l'acheter à moins cher, mais en version numérique. Si vous avez l'habitude de lire vos choses sur un iPad, par exemple, je pense que c'est autour d'une vingtaine de dollars. Là. C'était pas super cher, puis en même temps, c'est le fun si vous voulez essayer quelque chose de nouveau. Puis en plus, vous encouragez un produit québécois, parce qu'il y a des créateurs québécois qui ont travaillé là-dessus. Fait que, exactement. Puis pour un peu terminer, là, j'ai deux, trois petites choses que j'ai remarquées qui étaient vraiment intéressantes. Quand je parlais des organisations, mais il y en a plusieurs. Là. Mettons, il y en a une qui s'appelle les Olympiens. C'est pas nécessairement parce que c'est les bons Olympiques, là, mais ils s'appellent comme ça. Puis eux autres, ils ont leur raison d'être, puis leur prémisse, puis leur but dans le monde. Tandis que d'autres organisations, il y en a des plus mécréants, il y en a des plus agressives. Ça dépend vraiment beaucoup, tu sais, qui développent à différents niveaux ce côté-là psychique-là de pouvoir et tout. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis à la fin, il y a un bestiary qu'on dit en anglais, donc tous les monstres, toutes les créatures que tu peux affronter. Bien sûr, il y a tout le temps moyen d'en créer des nouvelles, mais j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Il y en a autant des plus génériques, des soldats, bon, c'est quoi que ça a comme statistique, mais aussi il y en a des NPC qu'on appelle des non-playing characters, des joueurs qui sont uniques puis qui sont là dans l'histoire, autant des alliés que des ennemis, avec leurs statistiques, tout ça. Fait que j'ai vraiment trouvé ça le fun pour ça. Puis vraiment, là, comme j'ai dit, là, en gros, là, c'est un très beau livre, il est bien présenté, il y a des belles images pour certains personnages ou pour certains. Il y a une bande dessinée au début là, qui te met un peu en contexte. c'est cool ça. Ouais, vraiment. C'est pas post-apocalyptique ou quoi que ce soit, c'est juste ce monde-là existe, même si, mettons, nous, on vit présentement, mais il existe ce monde-là, ces personnages-là, ces organisations-là qui font différentes choses puis qui développent ça. Puis à travers ça, c'est la ville où tu vas et tout, c'est de s'adapter au niveau du paysage. Puis une très bonne mise en scène, puis vraiment, là, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est sûr que c'est Savage World, j'ai pas pu étudier vraiment le système de Savage World, mais ça semblait assez simple sur ma première lecture pour comprendre que ça s'adapte très bien avec ça. Cool. Hey, merci, Giovanni. Ouais. Merci à ceux qui nous ont prêté ce livre-là pour qu'on puisse en faire une critique. Puis on vous encourage justement à découvrir Titan Effect. Moi, je vais faire juste un petit arrêt sur quelque chose. En fait, ça me fait de la peine un peu de parler de ça parce que il y a la gang de Critical Role. Je pense que quand on s'est rencontrés, Giovanni, la première chose qu'on s'est parlé, c'est de ça. Je pense que ça nous a permis de qu'on appelle de bonder, tu sais, de vraiment avoir un premier sujet de conversation pour apprendre à se connaître. Fait que c'est fun que je puisse en parler avec toi. C'est quand même très un peu ce qui est arrivé. Critical Role, vous savez, c'est pas mal un monument dans le terme du streaming de jeux de rôle. Ils ont eu un succès avec un super bon Kickstarter récemment. Ils ont de plus en plus d'attention médiatique. Et avec l'attention médiatique, en fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a des annonceurs, en fait, qui se portent intéressés à annoncer sur des nouvelles plateformes. Et là, 500 000 personnes qui écoutent l'épisode, c'est sûr que ça fait un sens. Ça n'a aucun sens. Ils ont des ratings meilleurs que bien des choses aux États-Unis, là, on va se le dire. Et là, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que Wendy's, la chaîne de restaurants, les a approchés. Ils ont dit, on a le goût de faire quelque chose de différent. On a écrit un RPG. Donc, ce qu'ils ont fait, Wendy's, c'est qu'ils ont créé un système de jeu Wendy's. Et c'était un système de jeu qui se voulait vraiment humoristique. On s'entend. Ouais, tout s'appelait oui, moi aussi, je l'ai regardé. Dans le fond, tout s'appelle hamburger, frites. C'est vraiment bon. C'est vraiment drôle. Les classes aussi sont très inspirées par les Frosty, puis les boulettes de viande, puis les nuggets, puis toutes ces affaires-là. Puis on demandait à Critical Role, on aimerait ça vous commanditer, puis pourriez-vous runner un one-shot? Puis là, étant donné que il y avait, je pense que c'est il y avait comme 3 participants de Critical Role qui étaient au New York Comic Con et ils ont décidé de diffuser une game en ligne comme d'habitude, un jeudi soir, mais c'était un one shot qui s'appelait ça s'appelait Feast of Legends. Bon.
Ouais, avec comme maître de jeu Sam Riegel, qui est le funny du groupe, qui est bien drôle. Qui est la personne, l'annonceur, tu sais, maison, pas mal aussi. Fait que c'était parfait que ce soit lui qui DM en plus, parce que justement, c'est la personne qui est plus impliquée, je pense, avec les commanditaires, de toute façon. J'ai pensé à tout ce qu'il fait avec D&D Beyond et d'autres compagnies. Exactement. Ouais. Donc, c'est ça. Là, pour vrai, moi, je l'ai écouté, le one-shot, puis j'ai trouvé ça drôle. Pour vrai. Tu sais, le système de jeu se tenait. Il y avait des stats, il y avait des classes, il y avait un lore, puis pour avoir lu le livre, c'était pas une page, là, c'était une quarantaine de pages, je pense, facile. Là. Puis, à défaut de mettre l'humour aussi, mais comme je te dis, j'ai lu l'histoire aussi, là, puis c'est vraiment... c'était relativement immersif, puis la thématique étant de combattre le surgelé. Combattre McDonald's, hein? Tu sais, c'était ça l'ennemi, là. C'est la thématique exacte. Puis, fait que dans le fond, c'est ça. Fait que le one-shot se passe. Il y a autant de monde que d'habitude qui l'écoute. Pour l'avoir écouté en ligne sur le chat, le monde avait l'air d'avoir du fun. Puis, tu sais, c'était... tout le monde disait « My God, ça n'a pas de bon sens ». Puis Sam, qui arrêtait pas de faire des jeux de mots, d'expressions que Matt Mercer fait. Genre, tu sais, à la place de « How you wanna do this », il a dit « How you wanna chew this », tu sais, puis des puns, là, comment on appelle. En tout cas, parce que là, c'est assez standard. Puis je l'ai pas vu, mais OK, parfait, je te suis. Ouais, fait que la game s'est passée. Puis il y a eu une espèce d'impact vraiment intense sur Twitter vis-à-vis Matt Mercer, vis-à-vis Critical Role. Ils ont été traités de vendus, de pas savoir de qu'est-ce qu'ils faisaient. Et ce qu'on a reproché le plus, c'est en fait que Wendy's en fait emploie des agriculteurs ou des distributeurs en fait pour leurs produits qui ont des réputations plus ou moins louches. J'entrerai pas dans les détails parce que j'ai pas fait de recherche en fait sur chacun de ces producteurs-là. Mais le gros message, en fait, c'était Wendy's, c'est des pas fins. Pourquoi vous avez fait ça? C'est vraiment mauvais. Puis vous auriez dû vous renseigner avant. Puis ça devient plus ce que c'était. Puis ça commençait à changer. Tout en plus de polémique quand c'est les personnes qui sont pas intéressées, qui sont méchantes ou qui ont un commentaire négatif à dire que ceux qui ont un commentaire positif à dire. C'est ça qui se passe. Puis là, en fait, Critical Role ont retiré l'épisode de Twitch. Je crois qu'il sera pas diffusé sur YouTube. Et ils ont annoncé en fait sur Twitter que tous les profits qu'ils ont fait, dans le fond, après avoir payé sûrement les employés qui étaient là pour filmer, le staff, tout ça, tous les profits qu'ils ont fait vont les donner en fait à une fondation qui s'occupe d'aider les agriculteurs aux États-Unis pour comme justement leur permettre d'avoir les outils nécessaires pour être soit plus compétitifs, soit être en mesure de juste être capable de subvenir à leurs besoins dans des moments difficiles. Je pense qu'ils ont fait un move super bon vis-à-vis de la situation. Là où je suis vraiment pas d'accord, c'est vraiment de l'hypocrisie, de s'attaquer à une gang de créateurs qui essayent de vivre du web. Là. On s'entend, le web, là, je travaille là-dedans depuis longtemps, là, ça paye zéro là, puis surtout quand ça vient de ta passion. Tu travailles très fort pour gagner ton pain là-dessus. Là, les gens se sont dit, Critical Role viennent d'avoir 13 millions Canadiens pour faire une série animée. Ils n'ont pas besoin d'autres cash. Parce que le monde ne sait pas, c'est que ces 13 millions-là, ben, il est investi dans un projet, puis il risque de passer au complet, tellement ça coûte cher faire de l'animation. Fait que les autres, il faut quand même continuer à le rouler, Critical Role, là, à 4 heures par jour, plus tous les shows qu'ils essaient de faire, plus louer les gens qui travaillent là, payer les gens qui travaillent là, louer les locaux, payer le gaz. Il y a des émissions qui roulent qui sont très intéressantes. Leur créativité est excellente, même que ce soit eux ou d'autres projets, puis sont les premiers à encourager les autres projets en plus. Oui, exactement. Puis c'est tellement un groupe qui est transparent aussi dans ces choses. Puis ils ont répondu vite. Matt Mercer s'est comme excusé, puis il a dit on apprend, on vous écoute, on va essayer de faire des meilleurs choix à l'avenir, tout ça. Là, on se parle aujourd'hui, on est le 10 octobre. Il y a un épisode à soir, puis je suis curieux s'ils vont dire quelque chose là-dessus avant l'épisode de ce soir. Mais tout ça pour dire, dans le fond, que c'est une tempête dans un verre d'eau qui a vraiment exagéré. Puis, tu sais, je pense que la cible devait... Si vous aimez pas Wendy's, ben faites juste pas l'écouter, l'épisode, ou faites juste... mais en fait, je savais pas que Wendy's était si méchant que ça. À Wendy's, c'est pas Critical Role qui a comme engagé du monde pas fiable, tu sais. Ça
Ça aurait fait la même chose si ça avait été pour McDonald's ou Burger King, quoi que ce soit. Il y aurait eu quelqu'un quelque part qui ne fait pas son affaire, qui veut salir le nom autant de Wendy's ou de McDonald's ou whatever que Critical Role. Puis, tu sais, c'est ça, des haters, c'est des haters. Hein, fait qu'il faut pas, faut pas en faire un big deal. Parce que ils ont essayé quelque chose de nouveau, puis pour vrai, c'était drôle. Puis moi, juste pour voir la face de Matt Mercer qui était découragé, là. Puis ils ont pas essayé de jouer genre c'est drôle ce qu'on fait, tu sais. Quand c'était vraiment stupide, là, ils se regardaient puis ils étaient oh my god, qu'est-ce que c'est ça? Puis c'est ça, il y avait comme vraiment un côté transparent dans toute leur démarche, puis ils faisaient souvent des jokes genre Sam à un moment donné, il a fait comme je pense que je vais être obligé d'aller me purifier puis aller au confessionnal après ce game-là. Il dit je suis pas bien. Tu sais, il y avait vraiment un côté très irrévérencieux en même temps. Je suis vraiment pas surpris de leur part aussi de donner tout ça à la fondation finalement pour éviter le trouble. C'est pas la première fois qu'il y a des petites polémiques ou ils n'ont pas tendance à en faire, mais ils en ont eu dans le passé, comme par exemple Matthew Mercer avait, je pense que c'était dans les premiers épisodes de tout, là, vraiment 3 ans. Matthew Mercer avait utilisé une image pour quelque chose, puis la personne qui a créé l'image s'était plaint comme quoi il utilisait son image pour faire. En tout cas, il a dit écoute, je m'excuse, on enlève ça, puis à partir de là, il a dû faire très attention à tout ce qu'il disait, puis il marche sur des œufs, comme la société pas mal marche tout le temps sur des œufs à cette heure, parce qu'il y a tout le temps quelqu'un à froisser. Malheureusement, la liberté d'expression est amoindrie par ça. Je veux pas rentrer en politique, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu fais du streaming puis qu'il y a 500 000 personnes qui t'écoutent, c'est sûr qu'il y en a un ou deux qui va être froissé à quelqu'un, à quelque part, tu sais. Malheureusement, des fois, les réputations sont attachées, mais tu sais quoi, je pense qu'ils sont assez forts, puis les critters, comme nous, les fans de Critical Role, qui s'appellent des critters, vont pas s'en faire trop avec ça, parce qu'ils connaissent la sensibilité de ce groupe. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, le mot d'ordre, tu sais, je vais dire comme ils disent, don't forget to love each other, puis tu sais, on peut, tu sais, genre, aimez-vous les uns les autres, on passe à autre chose, là. Gardons ça positif. Ils ont tellement apporté à la communauté, là, tu sais, je veux dire, c'est... En tout cas, je vais, juste avant que tu rentres dans ton sujet que j'ai vraiment hâte de t'entendre dessus, je vais répondre à une question, en fait, que j'ai reçue. Ça va être ça va être la genèse peut-être de plus gros contenu qu'on va faire pour Coup Critique. Donjon Dragon, ils ont sorti beaucoup de Starter Kit depuis 1 an. Dans le fond, le premier qui est sorti, c'est le Starter Set, en fait, là, avec l'aventure Lost Mines of Eldenver, qui est sorti en 2014, je pense. En même temps que la 5e édition. Ça fait vraiment longtemps. Et depuis ce temps-là, cette année, on a eu le Starter Set Stranger Things. On a eu le Essentials Kit qui est sorti à l'automne cette année. Au début, mi-septembre, je pense. Ouais, exact. Puis il y en a un autre qui s'en vient qui est Rick and Morty versus Dungeons and Dragons. Mm-hmm. Puis j'ai reçu la question, c'est lequel le meilleur ou c'est lequel que je dois m'acheter pour commencer à jouer? C'est lequel? Très bonne question. Puis je sais que toi, t'as aussi essayé beaucoup de ces Starter Setup. Je pense que t'en as essayé 2 là-dedans. Puis je pensais... Je trouvais ça intéressant d'en parler, justement. À mon humble avis, ils sont tous différents, puis ils ont toutes une mission différente, je crois. Si, par exemple, vous essayez de convaincre quelqu'un d'essayer une partie de Donjon Dragon avec vous, mais que cette personne-là est pas capable de s'attacher, par exemple, peut-être à tout l'univers Donjon Dragon. Elle a peut-être bien des préjugés ou elle a une idée fixe de ce que c'est. Un set comme celui de Stranger Things, par exemple, ou que la personne a peut-être écouté l'émission, ou un set comme celui de Rick and Morty peut être vraiment intéressant pour ce but-là. C'est des aventures qui sont faites pour vraiment pas longtemps. On parle de peut-être 1 ou 2 niveaux, là. Tu sais, je pense que Stranger Things, ça peut se faire en une veillée, là. Pour vrai. Puis de ce que j'ai cru comprendre, celle de Rick and Morty, ça va être de niveau 1 à 3. Donc, ça va être vraiment intéressant de prendre ce module-là pour justement essayer un nouveau jeu, comme vous auriez essayé n'importe quel jeu de société, puis d'arriver avec une saveur qui peut donner des références aux gens pour que le monde se sente plus qu'il soit plus en immersion dans le fond avec le jeu. Exactement. Ouais. Fait que je pense que c'est la mission de ceux-là. Est-ce que c'est les meilleurs livres pour commencer vraiment à jouer à Donjon Dragon? Je ne crois pas. Je pense pas que c'est les livres les plus complets au niveau soit de l'explication de comment runner un jeu, les règles, justement les classes sont très très restreintes. Ou la thématique fantastique est moins présente aussi, est moins
c'est vraiment une autre Il y en thématique. a, mais vraiment... c'est tout tourné à un autre degré, tu sais. Exact. Mais je crois que ces produits-là doivent exister. Puis je pense qu'il va en avoir de plus en plus des histoires de set dans ce genre-là qui vont essayer de lier des univers ensemble. Entre toi et moi, Francis, si ça peut amener des nouvelles personnes à jouer des jeux de rôle, peu importe que c'est quoi la thématique, c'est bien tant mieux puis c'est bien correct, tu sais. Ouais. À ce moment-là, c'est pas un problème. Ouais. Fait que il y a ces deux sets-là et il y a les deux autres, en fait, qui sont probablement les deux les plus pertinents, je crois. Si vous voulez vraiment commencer à Donjon Dragon, il y a le Starter Set et le Essential Kit. C'est quoi la différence, Francis? En fait, il y a le contenu, d'abord, qui est vraiment différent. Starter Set, on a une aventure, on a un livre qui résume les règles de base, on a un set de dés, on a des personnages préfaits, on a des personnages déjà faits qui ont été créés aussi plus en lien avec l'histoire, Lost Mines of Eldever qui est dedans. C'est ça, dans le fond. Puis des feuilles vierges. Okay. Fait qu'il y a un bon encadrement quand même. Oui, il y a un encadrement de base. Dans les Essentials Kit, il y a vraiment beaucoup plus de stock. Il y a des maps, il y a un écran de maître de donjon, il y a des cartes de référence pour à peu près tout ce qui va se passer dans le jeu. Il y a une aventure aussi qui est en lien justement avec celle en fait qui se passe à peu près dans le même setting, dans le même environnement que celle du Starter Set. Il y a des dés aussi. Puis le set de dés, en fait, il y a la différence, c'est qu'il y a 4 D6 puis il y a 2 D20 dans le set. Puis il y a beaucoup, en tout cas, il est beaucoup plus complet. Selon moi, l'aventure la plus intéressante et peut-être la plus adaptée à commencer à Donjon Dragon, je crois que c'est celle du Starter Set, à mon humble avis. Pour quelle raison? À cause que c'est un peu plus linéaire ou à cause que c'est un petit peu plus... Parce que j'ai joué les deux dans moi, j'ai l'impression que la première histoire, celle du Starter Set, coule beaucoup mieux. On se sent beaucoup plus investi à mesure qu'on avance dans l'histoire. Dès le début, on est sensibilisé à sauver quelqu'un, à essayer à être une mission de trouver notre ami qu'on a perdu. Puis à mesure qu'on avance dans l'histoire, on va faire différentes choses qu'on peut faire dans Donjon Dragon. On a une quête principale dans le fond. Là. Il y a vraiment un meilleur investissement pour ça. Parfait. Là où les deux sets sont pas mal égales, c'est que si on achète le set pour commencer à être un Dungeon Master, je pense pas que... Puis je pense que c'est difficile aussi quand même. Là, on va leur donner ça. C'est difficile de passer à travers tout ce qu'il faut, peut-être pour être un vraiment bon Dungeon Master. Mais il y a certaines lacunes aussi. On n'explique pas tant que ça comment rouler une aventure. Tu sais, on a des conseils, des conseils. Ça manque un peu d'encadrement à certains endroits. Les aventures sont intéressantes, les deux. Mais celle du Essential Kit, c'est un petit peu plus difficile de sensibiliser les joueurs à l'importance de faire telle ou telle action ou d'embarquer dans telle ou telle mission ou telle quête, j'ai trouvé. Je comprends. Je l'ai testé, mais par contre, le gros bonus du Essential Kit, c'est justement si on a des joueurs qui ont jamais joué à Dungeons and Dragons, il y a tellement de support puis de variantes puis de beaucoup plus de contenu dans celle-là qui peut aider justement les joueurs à être plus en immersion par contre dans le jeu puis se sentir moins perdu, je crois, avec les maps, avec les cartes de référence sur les conditions, l'initiative, les objets magiques, les quêtes aussi. Il y a beaucoup plus. C'est le côté physique qui est plus développé, le côté plus intéressant. Puis il y a des joueurs aussi qui ont besoin de ça, pas mal plus. Puis quand vous achetez l'Essential Kit, en plus, il y a des rabais pour acheter le Player's Handbook de base à 50% sur D&D Beyond. Il y a aussi, quand tu achètes le Essential Kit, tu as encore plus d'aventures qui ont été récemment sorties qui t'amènent jusqu'au niveau 11, je crois. Fait que tu sais, puis je pense, de ce que j'ai pu comprendre, ils vont sortir encore plus de contenu. Donc, si les joueurs ont vraiment embarqué puis vous avez été niveau 6, ben il y a encore du stock à faire. Il y a encore moyen
de poursuivre dans cette région-là avec ces buts-là. Vraiment. Puis en plus, il y a la possibilité de jouer seul ou à deux même. Ouais. Donc, ce qui peut aider côté horaire, le côté logistique des choses. Là, donc, vu qu'il y a cette possibilité-là. Puis pour l'avoir vécu, c'est pas très facile. Première aventure que j'ai faite, ma femme à DM, elle commence à être maître de jeu et je suis mort. Donc, on a reseté puis on a recommencé. Donc, c'est sûr que c'est moins facile, mais ça permet au moins ça, ceux qui veulent juste peut-être un peu de gêne, être en groupe, tout ça. Donc, juste deux amis qui la font ensemble, tout ça. Donc, un peu plus d'expérience ou quoi que ce soit. Fait que je pense que ça peut aider aussi. Ça. Ouais. Fait encore une fois, je pense que le meilleur ensemble, je crois, pour commencer à jouer à D&D, c'est le starter set. Puis je t'explique pourquoi. C'est qu'étant donné que justement, si vous avez jamais joué ou que les joueurs ont jamais joué, on commence quelque chose de nouveau. C'est intéressant d'avoir des fiches de joueurs puis des personnages peut-être déjà créés pour justement guider dans l'aventure. Puis justement, tout est écrit. Ça fait moins ça fait un peu moins de gestion aussi pour un nouveau DM aussi. Ouais. Tu sais. Par contre, il y a le côté je crée pas mon personnage qui est comme tellement un aspect important dans l'idée du jeu de rôle aussi. C'est sûr. Ce que tu retrouves justement plus dans le Essentials Kit. Il n'y a pas de personnage préfet dans le Essentials Kit. Il y a des rien qui t'empêche de créer un personnage dans le... Comme tu veux. Tu peux prendre pas mal la race que tu veux dans n'importe quel module ou c'est externe. Comme moi, quand j'ai joué avec ma femme, j'ai ouvert tout. J'ai dit, tu veux faire quoi? Puis elle a fait un sorcerer, puis le sorcerer n'était pas dans le kit. Par contre, je savais de comment l'aventure était basée que je serais pas perdu non plus, étant donné que c'est quête par quête, puis que c'est... Exact, je comprends. Fait que si vous voulez vraiment... Mais ce qui est le fun, la beauté de ça, c'est que le starter kit est, je pense, entre 15 et 20 $. Le Essentials Kit est entre 20 et 30 $. Il n'y a rien qui vous empêche de commencer par un puis d'inclure l'autre après. C'est deux histoires différentes, de toute façon. Là, c'est pas... Ouais, mais ça se passe dans la même région de Phandalin. C'est dans la même... Ça parle de dragons, ça parle on gravite autour du même petit village. Fait que l'histoire est déjà connue un peu. Tout ça, c'est intéressant à ce niveau-là. Ouais, puis il y a beaucoup de monde il y a plein de blogs, en fait, puis il y a plein de ressources de gens qui ont justement mergé les deux puis qui donnent des conseils sur comment inclure tel segment du Essentials Kit dans l'aventure du starter set. En tout cas, c'est moi, et puis en même temps, quand tu compares, mettons les deux ensemble, ça reste quasiment moins cher qu'un module qui vient de sortir. Donc, ça peut être le fun d'avoir 2 sets de dés, 2 aventures déjà ensemble, plein de ressources, plein d'affaires, puis des choses qui vont pouvoir être réutilisées aussi. Fait que c'est ça. Fait que mon opinion, commencer par le starter set, je pense que c'est une valeur sûre. C'est justement aussi un investissement pas mal moins cher au niveau du prix, déjà. Fait que si jamais vous aimez pas ça, ben ça vous a coûté autour de 15 $. Là, c'est pas... ouais, exactement. Puis ça reste des starter sets, donc c'est une belle manière de commencer, puis c'est ce que ça dit dans le fond. Là. Ouais, puis vous allez voir tout de suite si vous aimez ça. Je pense que c'est le genre de jeu qui nous grab tout de suite, puis qui nous donne le goût de soit continuer ou d'arrêter assez vite. Ouais. Cool, ben merci. Puis Rick and Morty n'est pas sorti encore, faut qu'il va sortir, donc ceux que ça intéresse. 19 novembre en même temps que Ebron Rising of the Last War. OK, donc à ce moment-là, ça sera à voir ceux qui... Je connais pas cette émission-là vraiment, je sais c'est quoi, mais je veux dire, j'ai pas écouté, donc... Pour l'avoir écouté, j'ai vraiment le goût de voir. Ce que j'ai entendu, c'est que faut vraiment, par exemple, connaître l'univers de Rick and Morty, parce qu'il y a beaucoup de références à l'émission. OK. Donc, c'est moins conseillé à quelqu'un qui ne connaît pas du tout. Là. Ça exactement. Sera pas puis, en même temps, c'est pas kid-friendly. Autant que peut-être le start de cette l'est. Je comprends. Il y a beaucoup d'allusions. Puis le DM, tu joues en fait le rôle pas mal de Rick, qui est un personnage assez exubérant puis un peu intense comme DM. Fait que tu sais, il y a bien des choses qui se disent à la table. Puis il y a bien du monde qui ont fait le playtest. Puis si on peut écouter Rick and Morty, ils ont eu pas mal moins de fun que ceux qui connaissaient. T'sais, par exemple, ceux qui tripaient sur Rick and Morty, ça a l'air qu'ils se tapaient ses cuisses puis ça avait pas de sens comment c'était le fun. Fait que, OK, je comprends. Fait que l'immersion va être là pour ceux qui se connaissent un peu plus. C'est bon à savoir, tu sais, des fois on peut essayer des choses, mais si on connaît pas la thématique, on sera pas plus avancé. Ouais, la boîte va être bien belle avec bien des dessins de fun cartoon, mais justement si tu t'attends à quelque chose de vraiment immersif, comme mettons
jouer dans Faerun, mais ça sera peut-être pas ça. Là. Non, exactement. Okay. Cool, merci Francis. Ben, merci, écoute, merci à toi aussi, parce que t'as apporté du bon input là-dedans, Giovanni. Ben, je connais pas Rick and Morty et tout ça, mais j'essaie dans le fond, en même titre que les auditeurs, d'essayer de comprendre ce que tu nous dis pour que si je le comprends, ben, je me dis que les auditeurs vont le comprendre aussi. Hein? Ben oui. Là, tu nous amènes en enfer. Je sais pas. C'est ça? Highway to Hell! Le livre de Artie, je ne sais pas s'il était sorti à notre dernier épisode, mais c'est le cas. Et puis, j'ai eu la chance, bien sûr, de le précommander puis de l'avoir parce que j'avais vraiment lu pas le review, mais le prémisse et savoir où est-ce que ça se passait, tout ça. Puis, je suis tombé en amour assez rapidement avec le livre. Donc, je vous en parle un petit peu. Bien sûr, je ne mentionnerai absolument rien de ce qui se passe dans l'aventure en tant que telle parce que j'ai évité les spoilers puis que c'est pas ça le but de ma chronique, mais vraiment, qu'est-ce qu'il y a dans le livre d'intéressant. Ça le dit, pour ceux qui s'y connaissent, bien sûr, Avernus, c'est une des couches de l'enfer, une des 9 couches de l'enfer. Ouais, c'est ça, je n'avais parlé un petit peu au dernier podcast. Puis, en commençant à lire le livre, c'est fantastique. Non seulement les images, comment c'est fait, les chapitres, puis tout ça, mais outre l'aventure, il y a des chapitres vraiment intéressants. J'ai commencé par la fin, c'est-à-dire que j'ai pas lu l'aventure tout de suite parce que je voulais voir qu'est-ce qu'il y avait d'autre. Puis, un des gros chapitres, je compte 60 de pages à peu près, un peu moins, c'est sur Baldur's Gate, la ville en tant que telle. Okay. Parce que une partie de l'aventure se passe là, donc il faut en apprendre sur la ville en tant que maître de jeu ou même les joueurs, tout ça. Donc, étant donné que ça se passe là, qu'est-ce qu'il y a? Mais apparemment, ce qu'on m'avait dit, c'est que dans le Waterdeep, dans la saison 8, il y avait beaucoup d'histoires, tout ça, mais c'était pas autant de pages, fait qu'il paraît qu'il y en a encore plus. Ça s'appelle la Gazette, si on veut, la Gazette de Baldur's Gate. Okay. Puis, c'est vraiment décrit, il y a l'histoire de Baldur's Gate, de où ça vient, puis entre toi et moi, sans donner de spoilers, c'est toute qu'une ville, Francis, je te jure, c'est quelque chose. Ah ouais, c'est vrai, tu y joues présentement dans une autre je suis dans Baldur's Gate, campagne. C'est pas pour moi, c'est ça. Ouais. C'est pas Avernus, mais c'est ça. Puis c'est tout. Non, c'est quelque chose. Ouais. C'est, en tant qu'aventurier, vraiment intéressant. En tant que vivre là dans ma vie avec ma famille, moins. Il y a quelqu'un qui faisait le parallèle. Si Waterdeep, c'est Metropolis, ben, Baldur's Gate, c'est Gotham City. Ouais, exactement. Tu sais, c'est vraiment quelque chose. Mais au niveau de la Gazette de Baldur's Gate, c'est beaucoup de lecture, mais j'en raffolais, là, je te dis. C'était une lecture de chevet. On dirait que je lisais un roman, là, c'était super intéressant. La description des choses autour, la description de comment que ça fonctionne politiquement. Donc, c'est dirigé par 4 ducs qui sont dirigeants de ça, qui prennent des décisions. Puis à travers ça, il y a les patriarches, en anglais, je pourrais pas le traduire vraiment, les patriarchs là, qui sont un conseil de plusieurs dizaines de personnes, qui sont les riches de la ville un peu, tout ça, qui sont nommés des patriarches, puis qu'après ça, ils prennent certaines décisions qui est gouvernées par après ça, qui est en droit de veto, bien sûr, aux ducs et tout ça. Donc, chacun des ducs est bien décrit, où est-ce qu'ils vivent, où est-ce qu'ils habitent, puis tout ça. Ensuite, chacun des bâtiments importants de la ville, qui est quand même grosse, il y a une belle map de la ville bien décrite, sont indiqués, puis avec une brève description de ça. Baldur's Gate est séparé en 3. Ça, c'est pas des spoilers, ça, c'est Outer Baldur's Gate. Je veux pas... ouais, c'est ça, Outer City, excusez-moi, Lower City, puis Upper City. Fait que c'est pas mal la hiérarchie de la ville de la même façon. Upper City, c'est les riches, c'est UP. Écoute, le soir, là, les différents... Il y a une organisation qui protège là, cette partie-là d'Upper City. Le soir. Non, c'est les... Tu me donnes un blanc. Les Flaming Fists, c'est des mercenaires qui ont été engagés pour protéger la ville en tant que telle. Mais au niveau de Upper City, c'est dirigé par, je vais le trouver, The Watch. Okay. Fait que eux, The Watch s'occupent de Upper City. Les Flaming Fists sont là un petit peu aussi, mais moins. Puis le soir, à telle heure, je pense à 10 heures, le Watch, il kick tout le monde dehors. Okay. Tu peux pas être dans l'Upper City à moins que tu aies certaines passes ou que tu sois quelqu'un d'important. Fait que c'est drôle à ce niveau-là. Le Lower City, plus pauvre, beaucoup de boucanes, il y a tout le temps une brume continuelle que je compare un peu à la pollution, puis tout ça. Mais ça vit quand même. Puis Outer City, c'est beaucoup plus pauvre, il y a beaucoup plus de migrants. Donc, plus tu descends dans la hiérarchie de la ville politique, plus tu as de chance de te faire tuer. Okay. De faire tuer des meurtres dans une taverne, là, c'est courant.
ils jettent ça dans la ruelle après ça derrière. Fait que, à ce niveau-là, là, vraiment la description de chacun des bâtiments, puis il n'y a pas 3 bâtiments par place, là, c'est des dizaines et des dizaines, là, fait que c'est vraiment cool. Surtout les parties importantes pour l'histoire sont encore plus décrites, bien sûr, avec tout un petit hook de, à la fin de la description, mettons, de telle taverne. Bon, ben, à la fin, c'est présentement, aujourd'hui, là, après les événements ou pendant les événements de Avernus, le Descent into Avernus, le hardcover, il se passe ça. Lui, cette tour-là ben, est dirigée par lui qui cherche quelqu'un pour faire ça. Fait que si jamais les joueurs y vont, parce qu'il y a une belle liberté qui est donnée au maître de jeu, donner les joueurs. OK. Si les joueurs y vont, un petit hook pour potentiellement une quête qui serait à faire. Là. Ah, donc, c'est fun. OK. Ouais. Chaque place, tu sais. Ça te permet de faire quelque chose. Exactement. Si tu as un maître de jeu qui donne beaucoup de latitude à tes joueurs puis qui amène tes joueurs, allez-y, vous voulez faire quoi? Ben, on va trouver une auberge. OK, parfait. Vous allez à cette auberge-là qui est pas loin, vous vous informez. Puis à cette auberge-là, ben, il y a quelqu'un qui chante tout le temps ou il y a quelqu'un qui est là puis qui offre des jobs de mercenaires, faire engager comme soldat. Il y a tout ce qu'il faut pour donner du contenu. Fait que tu sens qu'ils ont vraiment ouvert Baldur's Gate au DM. Oh mon Dieu. La lecture, là, puis je l'ai lu au complet. Tout ce chapitre-là, je l'ai lu au complet sans problème. Puis je suis content d'avoir commencé par ça. Parce qu'après ça, j'ai commencé à lire l'histoire en tant que telle aussi du hardcover, de Descent into Avernus. Puis je connais la ville. Je la comprends. De qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui arrive, puis comment agrémenter avec ça. Fait que ça va être mon défi à moi de bien exprimer ça aux joueurs quand on va commencer, mais vraiment, là, j'ai tout ce qu'il faut pour bien accomplir là, l'expérience d'immersion dans la ville. OK, cool. Un autre, après ça, c'est beaucoup moins long. Là, il y a les backgrounds qu'on peut choisir quand on crée un personnage sont agrémentés d'une couleur fidèle à Baldur's Gate. C'est-à-dire que si t'es, je te donne un exemple, je l'ai devant moi, si t'es un soldat, à ce moment-là, le soldat, il va être forcément un membre du Flaming Fist. Donc, si tu as ce background-là de soldat, à moins que tu ne veuilles pas, mais je veux dire, si tu viens de Baldur's Gate ou tu es un soldat, tu peux être ça. Puis à ce moment-là, ben, tu as une passe un peu spéciale qui te permet de rentrer dans certaines portes de la ville pour, pas des portes de maison, là, mais vraiment des gates, là, les grands portails de la ville. Puis tu pourrais passer sans problème parce que tu es un membre du Flaming Fist, mettons. Donc, si tu es un entertainer, ben à ce moment-là, tu as tendance à connaître beaucoup d'histoires sur qu'est-ce qui se passe dans les tavernes. Si tu es un acolyte, ben, tu es probablement très au courant de ce qui se passe dans les temples. Donc, à ce moment-là, ça te donne certains avantages si vous allez à des endroits comme ça. Vraiment cool comme ça. Ton personnage, c'est vraiment le fun parce que ton personnage, si tu crées pour justement juste cette aventure-là, parce que je sais que je pense que ça monte de 1 à 15. 1 à 13, idéalement. Ça peut être un peu plus, mais exactement. C'est 1 à 13. Tu sais, ton personnage, pour 13 niveaux, on s'entend, tu veux. C'est le fun parce que tu peux vraiment le setter directement dans la ville de Baldur's Gate avec justement un beau background puis quelque chose d'étoffé à cause de ces background custom-là. Exact. J'ai pas l'intention de dire qu'est-ce qui ça va leur permettre leur background à mes personnages. Ils vont choisir leur background, puis je vais leur dire OK, tu serais ça, mais toi, tu sais ça. Fait que quand tu arrives dans une situation soit de roleplay ou de recherche ou d'investigation, à ce moment-là, ben, tu as peut-être des possibilités d'en savoir plus qu'un autre. C'est un avantage de plus. Vraiment cool. Les backgrounds, sérieusement, là, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis c'est pas nécessairement une nécessité de tout ça, mais ils se sont dit OK, on va créer quelque chose de spécial, une texture à ce niveau-là. C'est vraiment cool. Suite à ça, un des appendices qu'il y a, c'est les marchés avec les diables. Quand tu conclus un marché avec un diable, il y a des conséquences, mais ça peut être super intéressant. Donc, toute la dynamique en arrière de ça, de pourquoi les diables font des marchés, mais pourquoi toi, tu ferais un marché avec un diable. Puis tout le monde va peut-être dire, je ferais pas ça, justement, il y a des conséquences. Ça dépend qu'est-ce qui est offert. On s'entend, Francis, là, si je t'offre une montagne d'or ou des items magiques incroyables ou la chance d'avoir telle possibilité dans ton aventure, c'est à toi de calculer si le marché à conclure, il fait ton affaire. Ouais. Puis tu négocies, puis tu fais tout ce qu'il veut. La conséquence ou qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour conclure le marché, ça peut avoir d'autres incidences, mais c'est ce qui rend encore plus intéressant ton personnage, ton histoire, puis qu'est-ce que tu vas faire avec ça. T'sais. OK. Fait qu'il y a une belle explication de ça, la hiérarchie des diables. Certains vont faire des tels types de marchés, mais d'autres vont faire d'autres types de marchés aussi, là, plus petits, parce que c'est des lesser devils, si on veut, des diables moins importants.
Okay. Donc, une belle description de comment prêter ça toi en tant que DM, mais aussi les joueurs, là, c'est quoi leurs options que ça va leur donner. Puis je te jure, c'est vraiment le fun, puis c'est vraiment drôle, les conséquences que tu peux avoir là-dedans. Outre juste mourir et devenir un lémur, là, des tu deviens un gros mollusque ambulant en enfer. Ça, c'est un peu plate, mais si c'est ça ta conséquence, tu essaies de pas mourir. OK. Autre chose qui est nouveau, j'ai pas lu toutes les hardcovers, mais pour ce que j'en sais, c'est assez nouveau, c'est des machines de guerre de l'enfer. Oui, parce qu'on a vu toutes les belles miniatures arriver dans les boutiques, hein, puis les gros vaisseaux. Exact. Exactement. C'est vraiment intéressant. Je te dirais que je suis pas un fan de système très mécanique à ce niveau-là, mais étant donné que ça fonctionne pas par électricité ou par mécanique, mais bien par les âmes des personnes qui ont été emprisonnées dedans, c'est quand même une touche un peu morbide. Puis c'est quand même drôle à ce niveau-là. Mais je veux pas dire rien, mais c'est peut-être une possibilité justement d'en conduire ou d'en utiliser une fois qu'on s'en va en enfer dans l'aventure. Ouais. Non, exactement. Puis ça, il y a leurs statistiques, il y a qu'est-ce que tu peux faire, puis chaque personne dans le véhicule en tant que tel, selon la grosseur, là, bien sûr, peuvent faire différentes tâches à travers les actions dans une situation de course contre la montre ou course avec une autre machine ou des... Vraiment, là, j'ai trouvé ça super drôle, super intéressant, puis ça sera bien drôle de voir les joueurs se devenir... Sinon, il y a des niveaux de système magique, pas une panoplie, mais vraiment, c'est surtout des gros systèmes magiques. Okay. Des grosses affaires qui sont vraiment fortes. De un, qui va être possible, j'imagine, je le sais, là, mais ça va être possible de trouver certains d'entre eux dans l'aventure en tant que telle. Donc, ça prenait une bonne description et tout ça. Mais c'est sûr que c'est pas des items, des armes plus simples, tout ça. On parle d'items soit légendaires ou très rares. OK. C'est quelque chose, mais à saveur Avernus. Fait que, au fond, ces items-là, est-ce que justement, comme DM, tu te garderais le droit d'inclure justement des systèmes peut-être de moins haut niveau pour aider tes personnages à avancer, ou c'est juste des items légendaires, puis là... Non, ça c'est dans la liste d'items à la fin, mais à travers l'aventure, tu trouves des items magiques plus standards ou même très intéressants, avec une belle texture, mais ces items-là ont besoin d'une page ou deux de description des fois. Donc, j'imagine que dans l'aventure en tant que telle, ils disent vous référez à la page 200 quelque chose pour avoir la description totale de l'arme. OK. Mais personnellement, c'est des items qui vont sûrement inclure dans les aventures d'Adventures League ou tout, ou quoi que ce soit. Puis même une item que je trouve vraiment super intéressante, puis comment amener ça, que j'inclurais sûrement dans ma partie homebrew à moi aussi. Parce que OK. Vraiment une belle texture, puis vraiment quelque chose. Mais on parle d'items très spéciaux qui sont, oui, plus fidèles à cette aventure-là. Mais on verra dans le futur qu'est-ce qu'ils vont amener à ce niveau-là. Fait que t'as commencé pas mal ta préparation, de ce que je vois. T'as pas mal lu l'aventure, le début. J'ai pas encore fini l'aventure. Je suis encore dans la première partie, si on veut, parce que j'ai vraiment commencé par la fin du livre. Ouais, exactement. Okay. J'ai commencé par la mise en scène, parce que je trouvais ça vraiment intéressant. Puis à la fin, là, dans le fond, si je peux compléter, il y a des créatures qu'on a déjà vues, qui sont sûrement dans le Monster Manual, mais qui ramènent exactement des nouvelles créatures vraiment intéressantes, puis aussi certains personnages typiques là, qu'il va y avoir dans l'aventure en tant que tel. Donc, ils mettent leurs stats blocs, les statistiques là, à la fin. Donc, c'est comme un mini bestiary, si on veut. Là. Ah, c'est hot. Oui, vraiment. Tout qu'il y a des monstres dans cette affaire-là, je te dirais. J'ai moi-même peur. Moins de s'en rendre en enfer, hein, quand même. Non, c'est ça, exactement. Mais disons que, sachant que les personnages vont de level 1 à 13, puis qu'il y a des monstres que je comprends pas pourquoi ils sont dans le livre, fait que j'ai bien hâte de voir ce qui arrive avec ça. Puis c'est là qu'il y a peut-être certains marchés où certaines, sauf qui peut, vont venir aider le groupe. Fait que l'aventure, c'est sûr que je vais pas trop en parler parce que c'est libre à chacun de la découvrir, mais j'ai vraiment hâte de la... Moi, je vais pas la jouer, je vais la DMer, mais j'ai vraiment hâte de le faire et de faire découvrir ça aux joueurs parce que c'est vraiment quelque chose de... C'est un monde spécial, disons. Okay. Justement, depuis, t'as vu tous tes modules, en fait, qui sont sortis pour D&D. Je sais pas si t'as joué pas mal à toutes, mais ouais. En fait, mettons ton rating, là, tu sais, dans le niveau de succès, tu crois, de l'aventure, de tes premières impressions, en fait. Est-ce que tu crois que c'est un des meilleurs modules, peut-être, que de 5e édition qui est sorti? Vite, comme ça, je vais te répondre oui, pour la simple et bonne raison qu'à chaque module ou à chaque livre ou histoire qui ont sorti, ça s'est amélioré. Fait que je vois pas comment on pourrait s'attendre à autre chose. Ouais, okay.
de deux, c'est un monde, l'enfer qui n'avait pas été touché beaucoup. Je sais que l'Abysse avait été touché, tout ça. L'enfer, c'est quelque chose qui a une grande histoire à travers des différents jeux, à travers différentes choses. Donc, je pense que ça va vraiment être extraordinaire. Puis, étant donné que le livre, j'ai commencé à lire, puis que vraiment, là, je trouve ça super intéressant, je me dis que je suis pas le seul qui va triper sur la thématique en tant que. Ah, cool. Ça donne le goût de jouer, en tout cas. Vraiment. Je suis posé y jouer un moment donné, là. Je suis posé avec notre Blue, on va sûrement s'en aller faire le module après, là. Vraiment. Bonne chance. Ouais, ben, on va sûrement commencer un petit peu plus fort que prévu. Fait que je sais pas comment le DM va faire, s'il va va juste monter toutes les encounters de force ou si on va commencer à un certain moment dans le livre. Mais, ou ça va plus vite au début, puis c'est pas plus grave que ça non plus. Ouais, c'est ça. Ouais. On va voir. J'ai bien hâte. Hey, je pense que ça va finir l'épisode de cette semaine parce que ça fait déjà 1 heure. Puis on veut. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on vous a pas oublié les classes qui nous manquent, en fait, parce il y a beaucoup de classes qu'on n'a pas encore parlé. Je pense qu'on va se faire un épisode spécial, Giovanni puis moi, puis on va toutes les passer dans un épisode. Ouais, je pense qu'il en reste quelques-unes, là, donc on va les faire. On va vous donner une bonne idée de chacune, comme ça, on va avoir rempli notre mandat de parler de chaque classe. Ouais. Puis, suite à ça, ben, on va peut-être soit refaire d'autres sondages ou voir là, comment on peut amener une nouvelle thématique. Et à partir de ça, on va sûrement avoir plein de nouvelles choses à parler dans les prochaines semaines. Ouais. Le dernier sondage qu'on a fait, c'est si vous voulez qu'on parle des Unearthed Arcana, dans le fond, des espèces de sous-classes qui ont sorti en version test, que les joueurs peuvent commencer à s'amuser avec. Il y en a des vraiment intéressantes, il y en a qui ont l'air un peu spéciales, mais ils en ont sorti vraiment beaucoup à un court laps de temps. Puis j'ai l'impression que c'est pas encore fini. Je pense qu'il va y avoir... je pense que Rogue a pas encore eu d'Unearthed Arcana. Ranger non plus. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de nouvelles choses qui vont sortir. Fait que j'ai l'impression qu'on va attendre qu'ils aient fini de sortir tout leur stock. Puis on va faire un épisode spécial là-dessus, je suppose. Il y a le temps des fêtes aussi qui va arriver. Il va y avoir sûrement beaucoup de nouvelles sorties. Pour ce qui est de Dungeons and Dragons, il y a Ebron Rises of the Last War, je pense. Okay. Il y a ça qui va sortir. La gang de D&D a expliqué qu'elle allait avoir une grosse nouvelle fin octobre aussi sur un truc ponctuel. Ils disent que ça va être gros, ça va être le fun, mais ils n'ont pas voulu donner plus de détails. Puis c'est sûr qu'ils sont déjà en train de penser au prochain module pour le prochain sourcebook. Parce qu'à sortir autant d'Unearthed Arcana, moi je pense que ça sent le prochain sourcebook, là. Ça sent le... Ouais, ben, il alterne souvent un petit peu, hein, aussi. Ouais. Il y a eu beaucoup de modules, là. Je pense qu'ils vont sortir quelque chose. Je pense que le dernier qui était sorti, c'est-tu Xanatar qui était sorti? Mordenkainen, je pense, qui est sorti après, si je ne me trompe pas. Faudrait que j'aille voir les dates, mais il me semble que c'était Mordenkainen. Puis je pense que le dernier qui est sorti vraiment qui offrait des options, c'était Acquisitions Incorporated, mais tu sais, c'est quelque chose de très, très niche, là. Donc, exactement. Ouais, on verra bien. Sur ce, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté l'épisode. Ça me fait toujours chaud au cœur de savoir que vous êtes là, que vous attendez les épisodes aussi, que même si on n'a pas été super ponctuel dans le temps, de savoir que vous attendez l'épisode, que vous avez hâte, ça nous motive à continuer. Je vous invite à visiter le site web de Coup Critique où vous avez plein d'articles, plein de contenus, puis on essaie de publier aussi justement comme on parlait un peu plus tôt, les offres ou les spéciaux ou les nouvelles en fait qu'on trouve dans le domaine du jeu de rôle. Vous nous suivez aussi sur Facebook, Twitter, Instagram. On est là un peu partout. On a une nouvelle chaîne Twitch aussi. Donc, si vous cherchez Coup Critique, en fait, ce qui va se passer avec Twitch, c'est que quand on aura des one-shots, c'est pas mal là qu'on va les diffuser. Mais aussi, je m'engage à faire pas mal plus de vidéos là-dessus. Justement, quand je vais filmer une critique de soit un accessoire, un module ou un produit, ben, je vais essayer de le faire sur Twitch, en premier, puis ensuite le diffuser sur YouTube puis sur les autres plateformes. Abonnez-vous à notre chaîne Twitch, c'est _critique. Donc c'est ça. Je vous rappelle aussi, on a un Patreon. Si jamais vous voulez nous supporter, ce qu'on fait en fait avec le Patreon, c'est bien clair, c'est ça nous permet de juste continuer à pouvoir diffuser notre contenu, à supporter les plateformes numériques qu'on utilise.
monétairement. Si vous avez... faites juste nous suivre aussi sur Patreon pour savoir rester connecté avec notre actualité puis avec tout ce qu'on fait. Donc, j'en profite beaucoup pour remercier les gens qui sont déjà là-dessus, tous ceux qui vont venir. Merci beaucoup, Giovanni, pour ce soir. C'était vraiment nice. C'est un plaisir vraiment intéressant. Puis j'ai déjà hâte de parler de plein d'autres, de toutes les choses que tu as dit qu'on parlerait. C'est malade, oui. Donc, salut la gang, puis bonne game à tout le monde. Là. Bonne soirée. Ce podcast est rendu possible grâce à l'appui de nos amis sur Patreon, dont Ludovic Gatz. Merci beaucoup et à la prochaine.